nous allons faire tourner Home Assistant dans une VMware, c'est-à-dire dans une machine virtuelle. Alors pour lancer la machine virtuelle, c'est rien de plus simple, il suffit de l'allumer. Une fois que la machine a démarré, ici c'est terminé pour VMware, on n'en a plus besoin. On va donc juste rabattre cette application et aller sur le navigateur. Dans le navigateur, on va taper ici donc home assistant.local 2.8123. On arrive alors sur une page qui permet de s'identifier. L'identifiant c'est admin et là le mot de passe c'est celui que je vous ai donné. On arrive alors dans le panneau d'accueil de Home Assistant. On peut voir ici les différents éléments qui sont déjà installés. C'est des petits modules qui sont installés ici. Et à gauche, on a une barre qui va nous permettre de paramétrer les différentes options de Home Assistant. Si on veut diminuer cette barre, on clique ici, elle prend beaucoup moins de place et elle laisse une belle place au panneau ici. Alors si on veut que Home Assistant se reconnecte sans nous demander le mot de passe, on clique sur connexion automatique, ce qui fait que la prochaine fois, je n'aurai pas de connexion, enfin de mot de passe à saisir. Alors ici, ce capteur-là m'indique s'il y a des mises à jour qui sont actives pour Home Assistant. Donc c'est un plugin qui n'est pas utile vraiment, pas vraiment nécessaire, mais il apparaît. Et donc la nouvelle version du logiciel, c'est la 2021.3.4. La personne qui est connectée, c'est admin. Là, ce module, par exemple, peut être intéressant pour faire une automatisation pour par exemple fermer les volets automatiquement. Et donc, par exemple, là, à la date d'aujourd'hui, le coucher aura lieu à 19h05. Donc, par exemple, je peux créer une automatisation pour fermer mes volets à partir de ce moment-là. Et ici, on a ce qu'on appelle une intégration, c'est-à-dire on a une intégration Z-Wave. Donc Z-Wave, c'est un réseau sans fil qui va permettre de piloter un certain nombre de capteurs ou d'actionneurs à distance et sans fil. Et donc là, actuellement, le module que j'ai, c'est le stick, et qui est donc le concentrateur qui reçoit toutes les informations issues des différents capteurs et actionneurs de mon installation domestique. Alors justement, on va regarder comment on intègre un nouvel élément dans le réseau Z-Wave. Donc pour ça, je vais remettre ici le menu en plein écran, et donc on va dans Configuration, et on va dans les intégrations. Donc on a plusieurs intégrations, on pourra utiliser le protocole MQTT, et là donc on a l'intégration Z-Wave. Donc on va cliquer sur Configurer, et dans la configuration, on voit actuellement que j'ai un nœud, et puis un autre qui est donc inconnu, mais c'est pas très grave. Et donc le nœud c'est le stick. Alors comment est-ce qu'on fait pour ajouter un nœud? Alors moi je vais ajouter un capteur un multicapteur qui fait détecteur de présence, capteur d'humidité, capteur de lumière et température. Alors ce capteur est équipé d'un bouton, et pour l'inscrire, il suffit de cliquer sur le bouton. Donc et ce bouton servira aussi pour valider chaque fois qu'on va faire un changement sur le capteur. Donc en gros, il suffit de lancer l'action sur le web, ici dans la page web, et puis de valider en cliquant une fois sur le bouton du dispositif. Donc là, je vais ajouter un nœud, je clique sur ajouter, moi je clique sur mon bouton, j'ai un petit voyant rouge qui s'allume, et puis lorsque c'est prêt, c'est fini, le voyant s'éteint, et on voit que ici, j'ai automatiquement un capteur qui s'est rajouté. Donc c'est le multisensor Gen 5. Alors, en dessous de ça, donc là c'est lui que je vais sélectionner parce que je vais maintenant le paramétrer. Donc, je le sélectionne ici et on voit que la page s'allonge avec un certain nombre de paramètres. Alors bien évidemment, les paramètres, on ne va pas les remplir au hasard, il faut se reporter à la documentation. Et donc par exemple, j'ai ici tous les paramètres de configuration de mon nœud.
par exemple, ici, cette option-là me permet d'activer ou de désactiver le détecteur de mouvement. Donc là, a priori, par défaut, il est activé. Et puis, moi, ce que je voudrais, c'est que l'intervalle d'envoi des informations entre deux mesures, une mesure de température, de luminosité, d'humidité, soit beaucoup plus court. Et donc, c'est le groupe 111. Et là, actuellement, on est sur 1800 secondes. Ça veut dire toutes les 30 minutes, qui est beaucoup trop pour moi. Moi, je voudrais qu'il m'envoie, pour faire mes essais, l'information toutes les 10 secondes. Donc ici, je vais saisir 10. Et puis, je vais cliquer sur paramètres de configuration. Mais une fois que j'ai cliqué sur ce bouton, il faut que je valide sur le détecteur. Donc, je vais définir le paramètre. Je clique sur le bouton. Mon voyant reste allumé. Et puis, il clignote une fois pour me dire que l'information est prise. Alors, on peut vérifier maintenant que ça fonctionne. Si, par exemple, je vais sur le groupe 3 et puis que je reviens sur le groupe 111, on voit que l'information ici, c'est 10 secondes. Voilà, on a donc rajouté le multisensor génération 5. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si je vais sur Aperçu, on voit ici qu'il a été ajouté automatiquement à mon tableau de bord. Et donc, actuellement, il mesure une luminosité de 57 lux, le taux d'humidité est de 34% et la température est de 25,6 degrés. Si par exemple je tourne mon capteur vers la lumière, normalement dans les 10 secondes, on va voir la lumière qui augmente considérablement. Voilà, elle est passée à 1000 lux parce que j'ai tourné mon capteur vers une lumière. Là, on a utilisé une intégration en utilisant un système automatique, mais on peut aussi ajouter des intégrations de manière manuelle et les paramétrer grâce à un fichier de configuration. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Par exemple, je voudrais pouvoir commander le boîtier d'automatisme IPX800 de la société CGE. Donc je vais avoir besoin d'installer une intégration. Alors là, je l'ai déjà fait, je vais juste vous montrer comment ça se passe. En fait, il faut aller sur le site du développeur et il nous explique que dans l'édition des fichiers, donc là je vais aller dans File Editor, je vais cliquer sur le dossier ici, il faut rajouter un dossier qui s'appelle Custom Components et à l'intérieur rajouter tout le dossier que lui fournit sur son GitHub. Une fois que ça c'est fait, on peut utiliser l'intégration. Et donc comment on fait? Eh bien en fait, pour l'utiliser, il faut aller dans le fichier qui s'appelle configuration.yml. Donc c'est le fichier qui est ici. Et donc l'intégration n'est pas très compliquée. Il suffit de rajouter ici un texte, donc en nommant ici le nom de l'intégration, donc c'est l'intégration IPX800. Ici on peut donner un nom. Il faut renseigner l'adresse IP de l'IPX800. Donc comment est-ce qu'on la retrouve, cette adresse IP? Donc on se connecte sur l'IPX800 en tapant IPX800 _v4 et quand on va dans le menu administrateur, quand on va sur réseau et que l'on regarde les paramètres du réseau, on voit par exemple que dans mon réseau, moi je suis bien en 192.168.6.23. Il y a un autre élément qu'il faut vérifier. Il faut cliquer sur API et définir le mot de passe qui est ici. Donc moi je l'ai défini à API key. C'est donc ce que l'on va retrouver ici. Donc l'adresse IP de mon IPX800 et le mot de passe là que j'ai mis, que j'ai appelé API key. Le scan interval, c'est l'intervalle de temps pour lequel le système est interrogé, enfin l'IPX800 est interrogé. Autrement dit, Home Assistant viendra interroger l'IPX800 toutes les 2 secondes. Et puis là, je vais définir mes devices. Donc là, je peux donner un nom. Ça, c'est l'icône qu'il aura. Donc pour moi, ça sera un radiateur. Comment on connaît le nom de l'icône? Tout simplement en allant, alors avant d'aller là-bas où je vais ouvrir ça dans une autre fenêtre,
Voilà, et on a donc ici toutes les icônes possibles et imaginables. On en choisit une et il suffit de cliquer sur, le bouton ici pour l'avoir copié-collé dans le clipboard. Donc si par exemple je veux un conditionneur d'air au lieu d'un chauffage, je vais prendre ça et donc je vais remplacer l'icône MDI Radiator par le MDI Air Conditioner. Voilà, ensuite le type ça sera un relais puisque dans l'IPX800 il y a des relais et le composant ça sera donc un switch, un interrupteur, et ici je précise le numéro du relais. Autrement dit, je vais commander le relais numéro 1 et ce relais a priori je le relierai à un appareil d'air conditionné et alors ici on va l'appeler par exemple clim 1 et puis radiateur 2 parce que je vais choisir ça. Une fois que c'est fait, on n'oublie pas de sauvegarder. Et là, en fait, rien n'est pris en compte tant qu'on n'a pas redémarré Home Assistant. Donc on clique sur l'engrenage ici et on redémarre Home Assistant. Yes. On s'aperçoit qu'on a perdu la connexion et on va donc attendre que la machine virtuelle derrière, elle est redémarrée. Voilà, quand ça revient, on peut tourner dans Aperçu. On voit donc apparaître dans le tableau de bord un nouvel élément ici avec des interrupteurs où il y a marqué donc clim 1, radiateur 2 tel qu'on les a définis dans le fichier. Et donc je peux les actionner. Donc on voit rien à l'écran, mais par contre on a entendu le clic du relais. Et là pour le radiateur 2, et donc quand je fais l'inverse. Et donc on a ici un bloc qui s'appelle interrupteur, et lui quand on clique dessus, ça commande les deux interrupteurs en même temps. Voilà, donc on est capable de piloter l'IPX800 à partir de Home Assistant. Dans la prochaine vidéo, on verra comment faire un script pour, par exemple, commander les relais de l'IPX800 à partir du capteur multisensor.